Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique. Au programme cette semaine, on va revenir sur cette question de crise sanitaire, mais surtout, on va aller regarder les premiers pas d'Emmanuel Macron à la présidence de l'Union européenne. Mais tout de suite, pensez déjà à commenter, à partager et bien sûr à cliquer sur le pouce en l'air juste en bas de cette vidéo. Allez, c'est parti. Et mon invité aujourd'hui, c'est François Asselineau. Bonjour monsieur. Bonjour et bonjour à tous vos auditeurs. Alors, vous êtes président de l'UPR, l'Union populaire républicaine, et bien sûr candidat à l'élection présidentielle. Merci beaucoup d'être avec nous, François Asselineau. Jeudi soir, le Premier ministre Jean Castex annonçait l'arrivée du pass vaccinal lundi, mais aussi la levée prochaine de certaines mesures. Je vous propose, avant de vous donner la parole, d'écouter quelques instants du Premier ministre. Je veux aussi vous dire ce que sont les évolutions encourageantes qui commencent à se dessiner et sans rien ignorer des tensions qui s'exercent encore sur notre système de santé, vous préciser le calendrier dans lequel nous pourrons, courant février, lever la plupart des restrictions prises pour freiner l'épidémie à la faveur du nouveau pass vaccinal qui entrera en vigueur lundi prochain. Ce variant Omicron est certes beaucoup plus dangereux, mais clairement moins sévère que ses prédécesseurs. Bon alors bien malin celui qui comprend quelque chose à ces déclarations. Donc Omicron est plus dangereux mais moins sévère. Il y a quasiment 500 000 cas quotidiens aujourd'hui de dépistés, mais on va alléger les mesures. Toutefois, le pass vaccinal est maintenu et arrive lundi. Enfin, c'est totalement incompréhensible. Ben, c'est du en même temps. C'est ce que fait en fait Emmanuel Macron depuis qu'on le connaît. Il a fait que ça pendant sa mandature, en définitive. Là, je crois qu'il y a en fait une arrière-pensée électoraliste derrière. C'est qu'à la fois, il pousse vers le pass vaccinal, donc ça lui permet d'apparaître comme quelqu'un qui est un homme à poigne vis-à-vis d'une partie significative de l'électorat, qui a notamment les personnes qui ont été double ou triple vaccinées et qui donc que l'on chauffe à blanc dans la population. Vous savez que tout le monde a à l'esprit encore cette déclaration insensée du président de la République disant qu'il voulait emmerder jusqu'au bout les non vaccinés. Donc cette fermeté-là plaît à une partie de l'électorat et en même temps on annonce qu'on va faire le contraire, c'est-à-dire on va progressivement alléger les mesures. Donc ça, c'est pour faire plaisir aux vaccinés. Voilà, c'est une politique que l'on va retrouver dans de nombreux domaines. Par exemple, en politique internationale, on en parlera certainement tout à l'heure, où l'on a un président de la République qui est à la fois très copain avec la Russie, qui veut taper sur la Russie, très copain avec la Chine et qui veut taper sur la Chine. Donc c'est du en même temps. Moi, personnellement, je suis quand même un peu estomaqué de voir que la loi sur le pass vaccinal a quand même fait l'objet d'une opposition énorme. Et d'après les sondages quand même qui sont réalisés, que ce soit les sondages... D'une opposition citoyenne, on va dire. Sur Internet, oui, d'une opposition citoyenne. Que ce soit les sondages sur Internet ou les sondages faits par des instituts, il semble quand même qu'il y a une majorité de Français, voire une large majorité de Français, qui sont contre le pass vaccinal, même parmi des gens qui sont d'où les triples vaccinés. Parce que beaucoup de gens quand même voient les atteintes aux libertés publiques. En tout cas, cette loi est passée, notamment avec le soutien de Madame Pécresse et des Républicains. Normalement, on attend, puisque aujourd'hui nous enregistrons ça ce vendredi, on attend en fin d'après-midi donc la décision du Conseil constitutionnel. Donc la loi n'est même pas promulguée. Qu'au même moment, on nous explique qu'on va commencer à alléger. Donc il y a véritablement... Moi, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu quelque chose. Le Premier ministre a dit que le pass vaccinal entrera en vigueur lundi, alors qu'il n'y a pas encore le résultat du Conseil constitutionnel. Alors là, on a vu que le Conseil constitutionnel n'était pas vraiment... Le Conseil constitutionnel c'est beaucoup couché devant le gouvernement. D'ailleurs, dans la société française, c'est l'un des problèmes de la société politique française, c'est que les contre-pouvoirs se sont beaucoup atténués, voire disjonctés. Je pense au Conseil constitutionnel, au Conseil d'État, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la Commission des sondages. Enfin, tous ces organismes qui, normalement, devraient assurer une transparence de la démocratie, tout ça a plus ou moins disjoncté. On va voir ce que va décider le Conseil constitutionnel. Bon, il y a trois possibilités. Soit il avalise la loi telle qu'elle. À mon avis, c'est pas ce qu'il va faire. Mais bon.
soit il l'invalide tel quel, ça serait la cerise sur le gâteau. Faut peut-être pas l'exclure, je sais pas. Si Monsieur Fabius a envie de se payer Emmanuel Macron, c'est ce qu'il pourrait faire. Je pense qu'il est beaucoup plus envisageable que le Conseil constitutionnel va valider la loi et éventuellement en modifiant tel ou tel quelques articles, en demandant par exemple qu'il y ait un délai soit inscrit dans la loi, vous voyez, de ce genre de choses. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de délai qui soit inscrit dans la loi. Il va peut-être demander, déjà, j'en sais rien. Enfin, quand cette émission sera diffusée demain matin, on saura. Voilà. Alors, on a le sentiment tout de même, vous ne l'avez pas évoqué, mais Laurent Fabius, ça a été souvent dit, c'est aussi le père de Victor Fabius qui travaille chez McKinsey. McKinsey, un cabinet américain qui a été mandaté par le gouvernement français pour de très nombreuses missions, d'ailleurs pas uniquement depuis l'arrivée du Covid-19. Et donc Victor Fabius est directeur délégué France de ce cabinet américain. Un cabinet américain qui a été convoqué il y a peu devant une commission pour répondre justement à certaines questions des parlementaires. Deux autres directeurs associés ont été entendus. J'imagine que vous avez suivi cette actualité. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette question ? Moi, ce que ça m'évoque, c'est qu'il y a dans l'appareil d'État en France des inspections. L'inspection générale des finances, dont je fais partie, dont Macron fait partie. Vous avez vu vous l'avez noté, qu'il a décidé de la supprimer. Comme il veut supprimer l'inspection générale des affaires sociales, l'inspection générale de l'administration, comme il a décidé aussi de supprimer le corps préfectoral, le corps des conseillers des affaires étrangères. Enfin bref, maintenant il veut supprimer les grandes écoles, vous l'avez vu. Enfin, c'est une espèce de destruction générale. Et tout pour McKinsey. Ça, c'est le premier point. Moi, je dis, en tout cas, moi, j'ai présenté un programme qui est en ligne, upr.fr, j'en permets de faire un petit peu de publicité, qui est en ligne en PDF directement, que j'ai présenté dès le 19 octobre dernier, et il est inscrit dedans que, si je suis élu, nous ferons en sorte d'avoir recours le moins possible à des cabinets de conseil. Parce que les Français payent déjà les hauts fonctionnaires pour cela, et on n'a pas besoin d'avoir ces cabinets qui, en fait, sont perclus de conflits d'intérêts, qui ont déjà été condamnés pour avoir fait des mauvais conseils. Enfin, il y a des affaires assez scandaleuses qui se passaient aux États-Unis, notamment, vous savez, sur ces médicaments opiacés qui provoquent des morts par dizaines de milliers aux États-Unis, et où McKinsey était le conseiller de l'entreprise pharmaceutique qui était derrière. Moi, vous savez, il y a un vieux proverbe qui dit même la femme de César ne doit pas pouvoir être soupçonnée. Mais la femme de César, en l'espèce, ça doit être l'administration. Et l'administration ne doit pas pouvoir être soupçonnée. Je ne sais pas quels sont les liens exacts entre M. Fabius, son fils, etc. Mais il y a un soupçon. Et donc, ça n'est pas bien. Ça n'est pas bien. Je pense qu'il faut absolument se défaire de ce recours à des cabinets privés, qui d'ailleurs vendent la même salade partout et à tout le monde. Vous voyez d'ailleurs que cette affaire de Covid, ce qui me frappe, c'est qu'on ne parle pas de ce qui se passe dans le reste du monde. Je dis bien du monde. Oui, bien sûr. On parle beaucoup de l'Union européenne et des pays qui nous arrangent. Voilà, mais on parle en général. Il faut regarder l'ensemble. Il y a 200 pays et territoires dans le monde. Je rappelle que la France se classe à peu près au 40e rang en nombre de morts par million d'habitants. Donc on est dans les 20% les plus mauvais. Comme d'ailleurs la quasi-totalité des pays de l'OCDE, qui d'ailleurs sont souvent les plus vaccinés. Mais vous avez d'autres pays du monde qui ont très peu de morts par million d'habitants. Et il est quand même intéressant d'essayer de comprendre ce qui s'y passe. Et moi, ce que je vois, c'est qu'on a l'impression que vous avez l'Australie, l'Autriche, la France, les États-Unis, qui sont conseillés par les mêmes concepts, McKinsey par exemple, et qui appliquent la même politique, mais vous avez d'autres zones géopolitiques du monde, le sous-continent indien, l'Amérique latine, le Sahel, les pays d'Afrique en général, qui n'ont pas, à l'évidence, recours à McKinsey, et qui ont beaucoup moins de morts par million d'habitants, soit dit en passant. Enfin, moi j'attends quand même, c'est pas normal au bout de 2 ans, qu'il n'y ait pas eu au moins une commission d'enquête parlementaire et qui se soit penchée sur la question. Bon, sur les 200 pays du monde, comment se fait-il que la France en est à 1850 morts par million d'habitants de la Covid, alors que des pays comme, par exemple, je ne sais pas, l'Inde, c'est 350 morts par million d'habitants. Pourquoi ? Alors les gens disent tout de suite, ah oui, mais les statistiques en Inde n'ont pas de valeur. Ah bon, très bien, mais il se trouve que tous les pays du sous-continent
La plupart des pays d'Afrique ont des nombres de morts très très inférieurs. Donc toutes les statistiques seraient fausses. Oui, bien accessoirement, il n'est pas nécessaire de prendre les chiffres français pour argent comptant non plus. Et puis d'ailleurs, même au sein de l'Union européenne, la Suisse a beaucoup moins de morts par million d'habitants que la France. Sans compter la Suède qui a 1450 morts par million d'habitants, sans avoir fait de confinement, sans avoir endetté la France, le pays comme nous l'avons endetté, enfin comme Macron l'a endetté, de 400 milliards d'euros, ce qui est inimaginable. Hein. Est-ce que sur ces 400 milliards, on n'aurait pas pu prendre 2-3 milliards pour recréer des lits depuis 2 ans? Bon, on a dépensé des sommes folles pour rien, qui ont été cramées en fait par Macron. Ce sont les générations futures qui vont devoir les régler. Mais vous avez des pays comme le Danemark, l'Islande, la Norvège, la Suisse, la Biélorussie, sur le continent européen, qui ont des scores de nombre de morts très très inférieurs à la France. Pourquoi il n'y a pas de comparaison? Pourquoi on ne compare pas? Pourquoi? Je ne sais pas. Alors tout à l'heure, vous nous avez parlé de Valérie Pécresse, justement, qui a eu une politique assez originale, difficile à suivre sur cette question du pass sanitaire, puisque les députés qui se sont déplacés pour le vote en seconde lecture le dimanche, qui étaient issus des Républicains, ont majoritairement voté en faveur de ce texte. Elle a été interrogée par Sonia Mabrouk sur Europe 1. Je vous propose de l'écouter. Aujourd'hui, le pass vaccinal aujourd'hui, on se rend compte qu'il va rentrer en vigueur, il ne sera même plus utile. Pourquoi avez-vous poussé vos troupes à le voter? Parce que nous sommes en responsabilité et que moi, je ne bloque pas la gestion de la crise par le gouvernement. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette déclaration? Être responsable, c'est donc accompagner le gouvernement parce qu'il y a une crise sanitaire? Ça veut dire, c'est une déclaration que j'avais moi-même soulignée dans un tweet. C'est un scandale absolu. Et là, vraiment, je m'adresse ici à toutes les personnes qui écoutent cette émission, qui réfléchissent à ce que ça veut dire. Ça veut dire que pour Mme Pécresse, elle sait que c'est une mesure qui est complètement absurde, puisque justement on est dans une phase plutôt de déclin et peut-être même de fin de la pandémie avec ce virus Omicron qui peut amener la pandémie à se transformer en une épidémie saisonnière hivernale, une grippe hivernale. C'est comme ça que se sont d'ailleurs terminées les grippes espagnoles de 1917-18 ou la grippe de Hong Kong de 70-71. Donc Mme Pécresse, à la fois, elle sait que c'est très attentatoire aux libertés et que c'est également complètement absurde du point de vue technique, du point de vue médical, etc. Mais elle dit, eh bien, on l'a voté parce qu'on est en responsabilité. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Non, ceux qui ont la responsabilité du gouvernement, c'est pas l'opposition. Non. Donc, et d'ailleurs, elle oublie aussi quelque chose, c'est qu'un député, un parlementaire, ça doit être le représentant du peuple. C'est pas le représentant de l'exécutif. C'est justement le contre-pouvoir. Donc il y a un véritable problème. Ni de la direction de son parti, d'ailleurs. Voilà. Donc c'est véritablement un problème énorme ce qu'elle pose. Surtout pour quelqu'un qui vient du Conseil d'État. Je sais pas, c'est incroyable. Mais l'exécutif, dans la répartition des pouvoirs depuis Montesquieu, le législatif, éventuellement, s'oppose justement aux dérives liberticides de l'exécutif. Donc normalement, les députés doivent être le représentant de ce que pense la population. Et j'ai dit tout à l'heure que d'après tous les sondages, il semble qu'il y ait une large majorité de la population qui soit contre ce passe vaccinal, ce qui ne veut pas dire être contre la vaccination, mais qui soit contre. Et pourquoi Mme Pécresse fait-elle ça? C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire, est-ce que c'est le syndrome du larbin? C'est-à-dire, il faut absolument faire suivre ce que dit le gouvernement, ou alors est-ce que c'est parce qu'elle doit donner des gages à une oligarchie pour montrer que si elle est élue à la place d'Emmanuel Macron, ben ça sera la même chose, simplement, voilà, ça sera Macron avec un brushing, mais ça sera Macron, elle fera exactement la même politique. D'ailleurs, on voit bien qu'elle a énormément de mal à apparaître comme différente d'Emmanuel Macron. Voilà, elle ne sait pas, en plus de ça, elle est tiraillée entre une partie de gens qui regardent vers Zemmour, une autre qui regarde vers Macron, donc les Républicains, voilà. Moi, je ne sais pas ce qui va arriver, je suis pas là pour commenter la politique. D'ailleurs, je pense que c'est... moi, quand je fais campagne avec un programme, des analyses et des propositions. Et je ne regarde pas du tout ce que disent les uns et les autres. Enfin, si je le regarde comme ça par intérêt. Mais ce qui importe, c'est de développer une vision. Qu'est-ce que c'est que la France dans 5 ans, dans 10 ans? Qu'est-ce que c'est que l'Union européenne? Qu'est-ce que c'est que l'OTAN? Qu'est-ce qui se passe avec l'euro? Madame Pécresse,
ne dit rien de tout ça, comme d'ailleurs la quasi-totalité des autres candidats, sauf peut-être Zemmour qui en parle, mais qui en parle à mon avis d'une façon qui n'est pas la bonne. Mais la vision du monde, la vision de la France à horizon de 10 ans par Mme Pécresse, je ne sais pas. Moi, les propositions que j'ai vues, c'est qu'elle suit le projet de loi vaccinale. Elle a proposé qu'il y ait des toilettes dans le métro parisien. Elle a proposé un référendum sur la limitation de vitesse sur le périphérique parisien. Elle a dit également qu'elle allait sortir le Karcher de la cave, ce qui non seulement ne veut strictement rien dire de concret, mais en plus de ça lui a valu la protestation officielle de la société allemande Karcher. Mais c'est quoi? C'est une politique, ça? C'est n'importe quoi. Hein. Je suis d'ailleurs, de façon plus générale, il n'y a pas que Mme Pécresse, je suis personnellement affolé par le niveau minable de l'élection présidentielle. Actuellement, on a Mme Pécresse et on a... Excusez-moi, je termine mon propos, mais Yannick Jadot, par exemple, ça va être, est-ce qu'il faut ou non qu'il y ait du foie gras servi lors des cocktails dans les mairies. Il va Monsieur Zemmour, c'est est-ce que Pétain, oui ou non, a sauvé des Juifs. Monsieur Mélenchon, c'est le pronom Yel, est-ce que c'est important? Est-ce qu'il faut inscrire ou non dans la Constitution, c'est ce que propose Mélenchon, la possibilité de changer de genre, de changer de sexe. Enfin, excusez-moi, tout ça, ce sont des sujets qui peuvent avoir certain intérêt, ici ou là. Mais les sujets les plus fondamentaux ne sont pas abordés. C'est l'euro. L'euro va exploser à la figure. Le nouveau gouvernement allemand. Personne n'en parle. Quelles sont ses exigences? Qu'est-ce qui se passe avec les affaires internationales? Avant de partir sur tous ces sujets, fermons le volet crise sanitaire et parlons des enfants qui subissent de plein fouet cette crise depuis près de 2 ans, avec les masques, avec les restrictions, avec désormais les tests au moins 3 fois par semaine. Selon vous, que faut-il faire aujourd'hui pour l'école? Déjà, il faut tout arrêter, parce que honnêtement, c'est un parmi tous les scandales de cette affaire, il y a le scandale sur les enfants. Est-ce que vous imaginez qu'un petit bout de chou qui a 4 ou 5 ans, maintenant la majeure partie de sa vie, il l'a passé derrière un masque. Vous avez des enfants qui passent à côté des tentes et ils ont peur qu'on leur refouille encore Enfin, c'est incroyable. Alors même que les enfants ne risquent rien. Franchement, c'est assez honteux, je trouve, c'est presque de la torture. Moi, je pense que ça va avoir des dégâts terribles sur ces générations, parce que tout le monde sait qu'un enfant, dans les premières années de sa vie, c'est là où il acquiert le maximum de connaissances, apprentissage linguistique, développement des perceptions des sentiments, de l'espace, etc. Qu'est-ce que ça va donner? Il y a des études d'ailleurs venues notamment des États-Unis qui montrent les dégâts que produit cette affaire, et tout ça pour des enfants qui ne risquent rien. Bon, si vous avez effectivement M. Castex qui a dénoncé à la télévision française le rôle de sa fille, c'est... Bon. Le tout après que toute la France a vu des images de lui serrer des mains. Non, mais c'est honteux. Allègrement. Franchement, je pense que c'est absolument honteux. Donc la première chose, en tout cas, que si moi je suis élu, je ferais, déjà, c'est à supprimer tout de suite le pass sanitaire ou le pass vaccinal, parce que toutes les plus hautes autorités médicales, tout le monde sait que ça ne sert pas à grand-chose, puisque les personnes vaccinées peuvent être contaminées et contaminantes. Bon. Deuxièmement, parce qu'on est en fin de pandémie, il y a beaucoup de pays du monde, d'ailleurs, qui... maintenant, dernièrement, c'est le Royaume-Uni, vous avez en Espagne, vous avez beaucoup de pays du monde, Russie, etc., qui abaissent les contraintes. Et la toute première priorité, c'est effectivement l'affaire des enfants. Il faut rendre aux enfants leurs plus belles années de leur vie, de leur innocence. Enfin, vous savez, quand on a 5, 6 ans, 7 ans, ça vous marque à vie. Bon, moi, je suis affolé par cette affaire. Voilà. On a l'impression d'un gouvernement inhumain. Alors, on va peut-être parler quand même de l'opposition politique, parce que tout à l'heure, vous aviez parlé des sondages et de l'opposition citoyenne, j'allais dire. Dans cette opposition politique, on peut dire que certains partis, comme les Républicains, ne sont pas très audibles. On l'a vu notamment avec les votes successifs au Sénat. D'autres partis politiques, en revanche, se sont particulièrement engagés contre cette politique sanitaire. J'imagine bien que vous savez à quoi je fais référence. Florian Philippot manifeste depuis octobre 2020. Il y a 15 jours, il organisait une grande manifestation dont il parlait comme étant une manifestation d'union sacrée, d'union nationale avec différents partis politiques. Vous n'étiez pas présent. Est-ce que c'est un problème d'agenda, François Asselineau? Au contraire, est-ce que vous ne souhaitiez pas participer à cette union sacrée? Alors, il y a plusieurs choses. L'idée, d'abord, sur le fond, je ne suis pas d'accord avec un certain nombre de choses
que dit Florian Philippot sur cette affaire. Moi, je suis plus nuancé que lui. Nous avons toujours dit que nous n'étions pas hostiles au vaccin, par principe, au vaccin même contre la Covid, et même, je dis que je pensais, en effet, d'après tout ce que j'ai lu, et puis je consulte beaucoup, que pour les personnes âgées, les personnes qui ont plus de 65 ans avec des comorbidités, c'est quand même bien qu'ils soient vaccinés. Mais on laisse ce sur quoi j'ai milité. Mais il y a des vaccinés dans les cortèges de Florian Philippot. Oui, je sais bien. Mais sur cette affaire-là, moi je suis plutôt de l'avis du professeur Raoult qui a dit justement qu'il fallait vacciner les personnes avec des comorbidités. J'ai même dit d'ailleurs que personnellement j'étais moins anti-vax que le gouvernement parce que je veux la liberté. La liberté, c'est aussi la liberté de choisir son vaccin. Et en particulier, ce qui est absolument scandaleux en France, c'est qu'on n'a pas la possibilité d'avoir le vaccin russe et encore plus le vaccin chinois Sinovac qui est fait selon la méthode de grand-mère, c'est-à-dire avec un virus désactivé. Là, on nous annonce un vaccin qui va arriver américain, le Novavax, là, qui paraît-il est fait selon une technique différente de celle de l'ARNM. Moi, je pense que c'est un point important parce que je pense que dans la société française, la grande majorité des Français sont pour les vaccins. Moi, j'ai été vacciné pour le BCG, contre la variole, contre la fièvre jaune quand j'allais dans des pays. Bon, je ne suis pas du tout contre les vaccins par principe. Mais c'est vrai que sur cette technologie ARNM, il y a quand même des doutes sur les effets secondaires, des doutes sur le fait qu'on n'est toujours pas, on est quand même en phase expérimentale, n'en déplaise à Monsieur Véran qui dit le contraire. Donc ça, je pense qu'il faut être ouvert. Et moi, je pense qu'il faut laisser la liberté vaccinale, de même que la liberté de prescription sur les médicaments. Donc j'ai tenu des propos toujours quand même plus nuancés, je trouve, que Florian Philippot. Deuxièmement, Monsieur Philippot, que j'avais vu quelque temps auparavant, nous étions convenus d'essayer de nous revoir, parce que contrairement à une image qu'il essaye de me dresser de ma personne, je suis tout à fait ouvert aux discussions. La meilleure preuve, c'est que le 31 janvier 2020, j'ai organisé une réunion pour fêter le Brexit où personne n'a fait mieux que ça pour l'instant, puisqu'il y avait Florian Philippot, Nicolas Dupont-Aignan, Jacques Cheminade, Jean-Frédéric Poisson, le représentant du comte de Paris, Dominique Jamais, Gilles Casanova du PS, comment vous avez dit ? Georges Kousmanovic. Georges Kousmanovic. Enfin, je veux dire, personne, je mets au défi quiconque de trouver une réunion où il y a eu plus de monde que celle-ci. Bon, c'était les prémices peut-être d'un rapprochement. Il se trouve que toutes les personnes, pratiquement toutes, que j'ai invitées, ont toutes ensuite déclaré leur candidature à l'élection présidentielle, mais toutes séparément. Et ça, j'y peux rien. C'est quand même pas de ma faute non plus. En même temps, c'était une réunion pour fêter le Brexit. Oui, c'était une réunion pour fêter le Brexit. Mais je veux dire par là que me présenter comme celui qui empêcherait de fédérer en rond, c'est quand même un peu fort de café. Puis j'ajoute aussi, c'est quand même, quand on veut une union, on s'en donne les moyens. Bon, la moindre des choses eût été que M. Philippot me téléphona pour me dire, ben voilà, qu'est-ce que vous en pensez ? Que je ne découvre pas dans la presse, que j'ai été convoqué à une union comme ça, avec une lettre que j'ai reçue 6 jours après. J'ai eu Nicolas Dupont-Aignan qui m'a dit qu'il n'avait jamais reçu la lettre. Il a fait la même chose avec Mme Le Pen, avec M. Mélenchon, etc. Donc, M. Lassalle. Donc vous ne faites pas... Si vous voulez vraiment une union, vous voulez une union. L'union, c'est difficile, il faut s'en donner les moyens. Je le dis d'autant plus qu'en janvier 2021, avec Florian Philippot et Nicolas Dupont-Aignan, nous avions co-signé une lettre justement à M. Véran, avec copie au président de la République, pour l'interroger sur les traitements et notamment sur l'ivermectine. Et là, pourquoi on y était arrivé ? Parce qu'il y avait eu auparavant des conciliabules pendant au moins une dizaine de jours sur ce projet de lettre, que d'ailleurs c'était nous à l'UPR qui avions rédigé, que nous avions transmis. C'était une suggestion de Philippe Murer que vous connaissez, que nous avons ensuite transmise à M. Dupont-Aignan et à M. Philippot, et d'un commun accord, on était parvenu à l'élaboration de cette lettre qu'on avait diffusée le même jour. C'est comme ça qu'il faut faire. Sinon, vous faites quoi ? Sinon, c'est une espèce de trucage. Vous essayez de faire venir les gens contre leur gré. Ça ne marche pas. D'ailleurs, ça n'a pas marché. Monsieur Philippot, il n'a réuni personne. Il y a quand même beaucoup de partis qui étaient représentés. Vous avez vu à la tribune des gens les personnes qui avaient... Il y avait des messages qui étaient envoyés pour ceux qui n'étaient pas présents. Par ailleurs, c'est quand même, c'est l'union de la droite extrême avec l'extrême droite. C'est quand même. Je ne dis pas qu'il ne faut. Je ne veux pas jouer. Je ne veux pas. Comment dirais-je, jeter l'opprobre sur quelques citoyens français que ce soit. Bon.
Mais si vous voulez, vous ne pouvez pas aller à une réunion et découvrir en séance qu'il y a un message de Steve Bannon, un message de Marion Maréchal, qu'il y a la présence de Stéphane Ravier. Voilà, vous découvrez d'un seul coup en séance, c'était pas prévu au programme. Vous comprenez, des gens comme par exemple Mélenchon, Jean Lassalle ou Nicolas Dupont-Aignan ou moi-même, on est dans une situation politique qui est différente. À l'UPR, nous avons des Français de toutes les convictions. Nous en avons de droite, nous en avons qui viennent de partout, du FN, de l'UMP, enfin des LR, qui viennent parfois des écolos, qui viennent du Parti communiste, qui viennent de la gauche. Je ne peux pas, en tant que président de parti, d'un seul coup apparaître dans une réunion où il y ait uniquement une réunion hémiplégique, si vous voulez, où je Florian Philippot, les Patriotes, vous considérez que c'est un parti d'extrême droite ? Écoutez, c'est un vaste débat. Voilà, il y a la réalité et puis il y a la perception de la réalité. Ça, je le mesure bien en politique. En politique, moi, je pense que notre programme qu'on a est un programme qui est inspiré, nous, à l'UPR, du Conseil national de la résistance, qui est un programme vraiment qui rassemble la droite et la gauche. Personne ne peut dire le contraire. D'ailleurs, le ministère de l'Intérieur nous a classés en divers. Il nous a jamais classés ni à droite ni à gauche. Monsieur Philippot, il a une image qui n'est pas la mienne. Il a été pendant 8 ou 9 ans au Front National. On en parle souvent. Il me l'a déjà dit. Bien sûr qu'il souffre de cette image. Mais si on souffre de cette image, il faut savoir qu'il faut que les évolutions sont progressives. Et c'est important de comprendre que l'image est parfois prime sur la réalité. Voilà. De la même façon que là, par exemple, où est-ce qu'on en est sur l'affaire des parrainages, vous allez me demander. Alors justement, ça tombe bien. Voilà. Effectivement, c'était exactement la question qui venait. Vous devriez demander à M. Philippot où est-ce qu'il en est de son affaire des parrainages. Ça tombe bien, je lui ai posé la question la semaine dernière. Il a dit quoi ? Il faudra regarder l'émission. Ah, non, mais il a dit quoi ? Qu'il était en cours aussi et qu'il les cherchait, que c'était très difficile. Mais c'est pas vrai. Donc il me ment. Écoutez, demandez-le lui. Il a dit au magazine. Il a dit oui, mais c'est pas forcément pour ça qu'il vous a dit la vérité. Il a dit au magazine Marianne. Moi, j'ai rien demandé. Il a dit au magazine Marianne, c'est une élection accessoire, l'élection présidentielle. Ça, il le dit, effectivement. Il dit qu'il cherche ses parrainages. Vous ne pouvez pas dire que l'élection présidentielle française est une élection accessoire. Faut pas dire n'importe quoi. C'est l'élection, c'est la clé de voûte des institutions. On peut le regretter, mais c'est la clé de voûte. Et on sait très bien que dans la foulée, quand il y a les élections législatives, vous êtes inaudible si vous n'avez pas eu un représentant à l'élection présidentielle. Parce que c'est très facile de dire on enjambe ou on passe au-dessus de l'élection présidentielle, on va tout de suite sur la législative. Oui, mais c'est pas comme ça que ça marche. Les Français vont être focalisés sur une élection. Moi, nous cherchons des parrainages depuis 2019. Nous en avons beaucoup de promesses. Combien ? Beaucoup, je vais vous dire un petit secret. Plus que ce qu'a dit M. Mélenchon. Nettement plus. Bon. Mais on continue parce qu'il faut un matelas de sécurité. Bon. Oui, pour en avoir 500, il faut 650. Je pense que j'en ai... j'ai vu Nicolas Dupont-Aignan il y a quelques jours. J'en ai plus que lui. Donc, mais je sais on sait, si vous voulez, sur le terrain, parce que nous avons des militants qui sont sur le terrain, nous savons qui est-ce qui n'en cherche pas, ou qui a cherché pendant 15 jours, et puis ça s'est arrêté. Et M. Philippot est de ceux-là, comme M. Montebourg. Voilà la vérité. M. Montebourg s'est retiré maintenant. Voilà, mais je pense que M. Philippot, je ne sais pas, il devrait normalement se dire je vais me rallier à la personne qui sera candidate. Voilà, pourquoi il continue à dire qu'il va être candidat Donc vous l'appelez à vous rallier ? Écoutez, il fera ce qu'il veut. Voilà ce que je sais. Ce que je pense, c'est que s'il y a bien quelqu'un qui est pour l'Alliance, c'est moi. D'ailleurs, l'UPR, je me permets de le signaler. Mais c'est un peu comme tout le monde, ce que vous me racontez, François Asselineau, sauf votre respect, c'est je suis pour l'Alliance, mais derrière moi. Oui, c'est comme tous les autres partis politiques. Vous savez, c'est un vieux truc. Quand je travaillais auprès de Charles Pasqua, justement, il me faisait rire. C'était un homme qui était dans le privé, qui était extrêmement drôle. Il m'a dit, ouais, je sais, c'est comme d'habitude. Rassemblons-nous derrière moi. Bah oui, bien sûr. Bon. Oui, c'est vrai. Je ne vois pas pourquoi, d'ailleurs, je sortirais du lot. Non, vous avez l'honnêteté de le dire, c'est très bien. Oui, mais la différence, c'est que moi, j'ai créé un parti il y a 15 ans bientôt. Il y a 15 ans, qui s'appelle l'Union populaire républicaine. Et allez voir nos statuts. Et plus exactement, la charte fondatrice. La charte fondatrice, elle s'était adressée d'emblée à l'ensemble des citoyens français, de quelque pensée qu'ils soient, pour se rassembler sur le plus grand dénominateur commun des Français, qui est la souveraineté et l'indépendance nationale. Et nous avons mis dans cette charte que nous devions avoir un programme qui veille à tout instant
à ne pas offenser ou offusquer une partie de l'électorat. C'est difficile, mais depuis 15 ans, c'est ce que j'essaye de faire. Pourtant, je suis sûr que votre programme offusque Macron. Hein. Ah oui, non mais d'accord. Qu'il offusque les gens qui sont... Je dis, quand j'ai dit offusquer, ne pas offusquer quelqu'un, ne pas offusquer des gens de droite, d'extrême droite, de d'extrême gauche, qui sont d'accord avec l'objectif de récupérer notre souveraineté nationale. Parce que vous savez que notre lecture, mais moi c'est une lecture qui date d'il y a 15 ans. La lecture, c'est que le véritable clivage aujourd'hui, c'est entre ceux qui sont d'accord pour laisser se fondre la France dans une espèce de magma euro-atlantiste. C'est en fait la fin de l'histoire de France. C'est les patriotes et les mondialistes. La fin de l'unité. Oui, ce sont les patriotes et contre les mondialistes. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais pour cela, vous ne pouvez pas offusquer une partie importante de l'électorat. C'est la raison pour laquelle, dans toutes les déclarations que j'ai faites depuis 15 ans, excusez-moi, je pense qu'il n'y a jamais rien qui ait pu offusquer quelqu'un dans un sens ou dans l'autre. Et arrêtons de parler de monsieur Philippot, mais parlons de monsieur Zemmour, par exemple. Monsieur Zemmour, qu'on le veuille ou non, c'est quand même un polémiste. Il y a une polémique toutes les semaines, parfois tous les 2 jours. Et moi, je pense que c'est, en soi, il enflamme, effectivement, une partie de la population. Ça, s'il a un certain succès. Mais il y a aussi... moi, je vais en province, je vais voir des maires. Vous n'imaginez pas l'image que M. Zemmour, il a chez les maires. Si Zemmour a ses parrainages, c'est forcément que LR sera intervenu, peut-être via Bayrou, pour qu'il ait des parrainages. Voilà, parce que c'est un calcul à plusieurs bandes, parce que si M. Zemmour est candidat, il va faire baisser Mme Le Pen, donc Mme Pécresse peut arriver devant eux deux et donc être au 2e tour face à Macron et donc être élu. C'est ça tout le calcul. On est quand même très 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 loin d'une pensée sur ce qu'est doit être l'histoire de France et ce que doit être le futur de la France. Et puis j'ajoute d'ailleurs, s'agissant de M. Zemmour, avec lequel j'aimerais bien d'ailleurs débattre, puisque la fois où il m'avait invité, il avait évacué la fin du débat, il m'avait un peu coupé, et il avait dit des contre-vérités énormes, par exemple sur le fait qu'en Pologne ou en Hongrie, il y avait une politique migratoire qui était nationale. C'est tout à fait inexact, on pourrait y revenir dessus. Mais moi, surtout, ce que je note avec M. Zemmour, c'est que il y a la présentation générale, mais il y a la réalité. Hein, voilà. Donc il faut comprendre ce qu'il dit. M. Zemmour... il ne veut pas sortir de l'Union européenne. Il ne veut pas sortir de l'euro. Il ne le prétend pas non plus. Non, mais il dit... Oui, mais il a une façon très, très, très à lui, très, très maligne de présenter les choses. C'est-à-dire qu'il dit, oui, l'Union européenne ne marche pas. Il fait d'ailleurs ce qu'a fait Mme Le Pen, ce qu'ont fait les souverainistes. C'est toujours la même histoire, ce que fait M. Mélenchon. Oui, c'est scandaleux, l'Union européenne, etc. Ah bon, et alors on en sort... Ah non. C'est toujours comme ça. Et l'euro, j'ai entendu M. Zemmour dire, il n'aurait pas fallu faire l'euro. Bon, très bien. Et alors ? Ah ben maintenant c'est trop tard. Ah bon ? Mais enfin, toute l'histoire monétaire est faite justement de l'explosion de monnaie plurinationale. Ça a été le cas lorsque l'URSS s'est désintégré. Ça a été le cas du Soudan, ça a été le cas de la Tchécoslovaquie, le cas de la Yougoslavie. Je voudrais multiplier les exemples. Voilà. Donc il y a un véritable problème, c'est que, vous savez, j'appelle ici toutes les personnes qui me suivent ou qui m'écoutent. Moi, je pourrais faire pareil. Je pourrais dire ça. Peut-être que je passerais bien davantage dans les médias. Ça ne m'a pas échappé. Je suis complètement blacklisté des grands médias. Pourquoi je suis blacklisté ? Parce que justement, moi j'ai pris le parti de dire la vérité aux Français et de m'inspirer de cette pensée de Confucius, moins 500 avant Jésus-Christ, Maître Kong, qui disait « Écoutez les paroles, mais observez les actes. » Et les actes, si vous voulez, Mme Le Pen, M. Mélenchon, M. Zemmour, c'est on reste dans l'Union européenne, on reste dans l'euro, on reste dans l'OTAN, même si... C'est pas des actes non plus, c'est pour le moment, c'est des paroles aussi. Non, mais dans leur programme. Hein ? Donc il y a une façon très particulière, très dolosive, on dirait en droit, c'est-à-dire très trompeuse, de faire croire à un public que l'on veut quelque chose et de se faire passer pour ce que l'on n'est pas. L'euro est un problème majeur pour la société française. Énorme. Et je vois que des gens comme Mme Le Pen, M. Zemmour, M. Mélenchon, voilà, ils sont partis du principe qu'il y a des sondages qui, paraît-il, disent que les Français voudraient garder l'euro. Des sondages qui disent que 66% des Français veulent rester dans l'euro. Ça veut donc dire qu'il y a quand même 34% des Français qui ne veulent pas.
Et je me rappelle, fin 2004, au moment de la Constitution européenne, les sondages depuis septembre 2004 jusqu'à janvier 2005 indiquaient tous que les Français voteraient oui à la Constitution européenne entre 62 et 69%. Parce qu'il n'y avait pas eu de débat. Et quand il y a eu le débat, puis que les gens se sont mis en position d'un seul coup, en fait, vous le savez, le oui a terminé à 45,5%, et donc c'est le non qui l'a emporté. Moi, j'estime que c'est énorme qu'il y ait 34% des Français qui veulent sortir de l'euro, quand vous pensez que depuis 20 ans, il n'y a aucun débat sérieux, grand public, approfondi à la télévision ou dans les grands médias sur l'euro. C'est un sujet absolument majeur qui va nous exploser à la figure dans les semaines, les mois, peut-être pas les semaines, disons les mois et les années qui viennent, notamment avec le nouveau gouvernement allemand qui veut serrer la vis dans tous les domaines. Et il est absolument inconséquent et inconscient que l'élection présidentielle évacue ce sujet. Moi, je veux qu'il y ait, pour l'élection présidentielle, que les gens débattent de la question de l'euro. Encore faudrait-il que les responsables politiques qui se présentent devant les Français savent comment fonctionne l'euro. Or, malheureusement, comme l'avait dit M. Xavier Bertrand à Xavier Zemmour, qui l'avait mis dans son livre, Xavier Bertrand avait dit « De toute façon, je ne suis pas au niveau, et les autres, mais je me console parce que les autres non plus. » Ben non, c'est quand même un petit problème. Il y a, de façon générale, une médiocrité du personnel politique qui se présente à cette élection, des gens qui ne travaillent pas assez, qui n'ont pas assez d'expérience, que ce soit en matière monétaire, en matière de politique internationale, en matière de politique industrielle. Il faut quand même regarder quelle est la carrière, quelle est l'expérience, et quelles sont les expériences qui ont été celles des candidats qui se présentent devant les Français pour l'élection suprême. C'est quand même ça le point fondamental. Il n'est pas normal qu'on ait des candidats qui, à l'évidence, comme ils sont très très mal à l'aise pour parler de l'euro et que par ailleurs, ils ne sont pas animés d'un courage fou et qu'ils se disent « Ouh là là, si je dis que si je fais comme Asselineau, je vais être blacklisté, de toute façon j'y connais rien, donc je vais dire que je suis pour l'euro, mais c'est ça ». Au total, on élit des personnes qui vont se fondre dans la masse des prédécesseurs, c'est-à-dire qui feront la même politique que celle qui est exigée par la BCE. Je prendrai un seul exemple, si vous me le permettez. En matière monétaire, par exemple, moi je vois que tous les candidats, de Mme Le Pen et M. Zemmour jusqu'à M. Mélenchon, ou Mme Artaud, tous les candidats annoncent qu'ils vont faire une augmentation du SMIC, notamment, et des salaires. Parce que c'est vrai que depuis plusieurs années, il y a, dans la répartition de la valeur ajoutée entre les revenus du capital et les revenus du travail, c'est le capital qui a bénéficié beaucoup et le travail non. Donc il y a un problème de niveau de vie, et c'est vrai que je suis d'accord avec tous les autres. D'ailleurs, il faut effectivement redonner du pouvoir d'achat aux Français, notamment en commençant par les catégories modestes de la population. Mais si on augmente le SMIC, par ricochet, ça fera augmenter le reste. Bien. Moi, j'ai proposé une augmentation de 24% sur 5 ans, en valeur réelle, compte tenu donc de l'inflation. Bien. Mais, on va dire, mais il dit la même chose que les autres. Non. Parce que moi, ce que je dis, c'est que si on reste dans l'euro, c'est pas possible. Madame Lagarde, Christine Lagarde, la présidente de la BCE, elle l'a dit, c'était il y a 1 mois et demi, elle a dit que nous veillerons, nous, la BCE, elle dit, nous veillerons à ce qu'il y ait des augmentations des salaires qui ne soient pas supérieures au taux d'inflation. C'est-à-dire, en fait, eh bien, on reste dans le système actuel, c'est-à-dire le niveau de vie décroît des Français. Alors, je sais que certains vont me dire « Oui, mais la France, elle va décider, etc. » Non, parce que si on est dans l'euro, on dépend de la Banque Centrale Européenne. Et la Banque Centrale Européenne, elle a des moyens techniques pour faire plier le gouvernement français, quel qu'il soit. Par exemple, là, ce qui se profile dans les mois, les années qui viennent, c'est que le nouveau gouvernement allemand, qui va être beaucoup plus sévère sur les questions de déficit que Mme Merkel, qui était en fin de carrière et qui arrondissait un peu les angles, eh bien, le nouveau gouvernement d'Olaf Scholz va être beaucoup plus exigeant. Donc, la Banque Centrale Européenne, a les moyens de faire plier le gouvernement français, par exemple, en arrêtant de racheter des obligations du Trésor français sur le marché secondaire. Et si elle fait ça, nos taux d'intérêt vont augmenter très très vite. Donc, si vous voulez, les redemontades devant les Français, c'est une chose. On a quand même une carte en notre faveur pour la France, c'est que Emmanuel Macron est président de l'Union européenne. Alors, ça, vous changez de sujet. C'est fait exprès, parce qu'il faut qu'on avance. C'est vrai. Bon, mais M. Macron n'est pas président de l'Union européenne. C'est un double abus de langage. C'est la France, d'une part, qui préside le Conseil des ministres de l'Union européenne. C'est quand même tout à fait autre chose. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne se substitue pas, par exemple, à Charles Michel, qui est le président du Conseil européen.
Il faut bien comprendre, hein. C'est des histoires de dingue. Hein. Il y a la présidence du Conseil européen, c'est-à-dire des chefs d'État et de gouvernement, qui est donnée à M. Charles Michel pour le moment, et qui est de nationalité belge. Vous avez la présidence de la Commission européenne qui est occupée par Mme Ursula von der Leyen, qui est une Allemande. Et vous avez la présidence du Conseil des ministres de l'Union européenne qui change tous les 6 mois et qui, pour l'instant, est échue à la France. Et qui est flanquée d'ailleurs de 2 autres pays, puisque c'est par trio que ça se passe, les 2 autres pays étant la Suède et la République tchèque qui sont avec nous. Mais en réalité, cette présidence, excusez-moi, je vais être un peu très, mais c'est du pipeau complet. Vous savez Emmanuel Macron a l'air d'être très fier. Vous savez à qui la France succède ? Je suis persuadé qu'à part ceux qui suivent très précisément les dossiers européens, je suis persuadé que les auditeurs ne le savent pas. Nous succédons à la Slovénie, qui a exercé la présidence du Conseil de l'Union européenne entre le 1er juillet et le 31 décembre 2021. Est-ce que vous avez entendu, est-ce que les gens savent même que la capitale de la Slovénie, c'est Ljubljana? Est-ce qu'ils savent que la famille de Charles X est enterrée comment dirais-je, en Slovénie? Est-ce qu'on a entendu des politiques venus de Slovénie? Non. En fait, la présidence du Conseil de l'Union européenne ou du Conseil des ministres de l'Union européenne, elle sert à organiser des réunions, des petits fours. Ça fait fonctionner les traiteurs. C'est bien pour les traiteurs. On ne sait pas s'il y a ou non du foie gras. Et puis, ça sert aussi à faire des logos. D'ailleurs, regardez, nous sommes le 21 janvier. Bon. L'élection présidentielle a lieu le 2e tour, c'est fin avril. Donc janvier, février, mars, avril. On va bientôt avoir fait 25% du temps jusqu'à l'élection présidentielle. Si Macron n'est pas réélu, il y a déjà 25% du temps. Mais qu'est-ce qu'il a fait depuis le 1er janvier? À part mettre un drapeau européen sous l'Arc de Triomphe sans le drapeau français, ce qui a quand même provoqué un émoi légitime, parce que je rappelle que le drapeau européen n'a aucune valeur constitutionnelle en France. C'est abusif de présenter ce drapeau. Mais à part ça, à part également, ils ont fait un tissu, j'ai vu, un tissu avec des drapeaux européens qui a été présenté, vous avez peut-être vu ça, la Commission européenne, et puis bon, des rodomontades, on va faire ci, on va faire ça, mais on pratique rien du tout. Alors il essaye évidemment de se présenter comme une espèce d'empereur d'Europe, bientôt l'empereur du monde et de l'univers, pour les gens qui ne connaissent pas la situation. Il est allé d'ailleurs à Strasbourg, il aurait mieux fait de pas y aller, parce qu'il est arrivé sous les huées, et il est parti dans une salle vide parce qu'il avait refusé, c'est quand même incroyable, il y avait une conférence de presse finale, et vous avez vu qu'il a fait, il n'y aurait pas de questions des journalistes. Donc les journalistes sont partis. Alors, je ne suis même pas sûr que Kim Jong-un fasse ce genre de choses. Donc, il choisit les journalistes, lui. Oui, mais c'est également ce que fait Macron. Quand il y a une conférence de presse, on fait venir la presse internationale, et on dit aux journalistes, écoutez, de toute façon, vous ne pourrez pas poser de questions, tous les journalistes sont partis. Voilà, il s'est retrouvé dans une salle vide, ça a été caché. Mais c'est assez intéressant, ça, parce qu'on a l'impression qu'en France, les journalistes, à l'égard d'Emmanuel Macron, ne seraient pas partis dans la même circonstance, et là, on voit qu'il a rencontré quelque chose. Oui, là, vous êtes méchante. Oui. Oui, c'est possible. Oui. Non, mais il y a une complaisance à l'égard de Macron dans les médias qui est dramatique, en fait, qui est absolument dramatique. Une consanguinité entre les grands milliardaires et la candidature Macron. Mais ça, c'est pas nouveau. Ce qui est important, surtout, c'est qu'il faut que les Français... Et je pense que ça va dans ce sens. De plus en plus de Français vont se renseigner sur des sites d'information alternatives, dont le vôtre, que je salue au passage, et dont d'ailleurs UPR TV, où nous marchons très bien, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a quand même de plus en plus de Français. Le problème, c'est que parmi ces Français qui vont se consulter des sites informatifs différents, il y a, comme c'est le vecteur Internet, sans doute une surreprésentation de jeunes et une sous-représentation de personnes âgées. Or, malheureusement, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, mais malheureusement, ce sont les plus de 65 ans qui votent le plus. Voilà. Et donc j'en profite ici pour lancer un double appel pour toutes les personnes qui nous écoutent. N'écoutez pas les mauvaises sirènes qui vous disent qu'il faut s'abstenir à l'élection. Non, il faut surtout aller voter. Sinon, si vous vous abstenez, vous donnez le pouvoir à ceux qui vont voter. Regardez, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs au moment des régionales et des départementales. Il y a eu énormément d'abstention. Qui est allé voter? Les plus de 65 ans, c'est ce qui a donné une surreprésentation
aux Républicains et au Parti socialiste. Enfin, quand vous voyez le succès du Parti socialiste aux élections, vous dites qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le succès de Madame Hidalgo, qui est quand même très, très, très largement critiqué par la plupart des Parisiens, est dû au fait qu'il y avait, je sais plus, il y a eu 70% d'abstention. Donc la première chose, c'est qu'il faut s'inscrire sur les listes électorales pour ceux qui n'y sont pas. La deuxième chose, c'est qu'il faut aller voter. Voilà. Et ne laissez pas le droit de vote déformé par la pyramide des âges de personnes qui ont été habituées quand elles étaient plus jeunes à aller voter, parce que ça avait effectivement une autre allure de voter dans les années 70-80 que maintenant. Mais il ne faut jamais baisser les bras et il faut aller voter. Et il faut aller voter si vous écoutez des sites alternatifs, il faut aller voter justement pour les gens que vous avez remarqués sur les sites alternatifs. Et un excellent conseil à donner aussi, c'est que plus vous voyez quelqu'un sur les grands médias, et plus vous pouvez être certain que cette personne a été sélectionnée par des milliardaires. Et donc pour leur intérêt. On va terminer cette émission, François Asselineau, avec le dernier volet, la question de la politique internationale. Beaucoup de sujets pourraient être évoqués. Malheureusement, on ne va pas non plus faire une émission fleuve. Pour autant, on sait que les conflits à la frontière russo-ukrainienne se poursuivent. La question de l'OTAN, dont vous voulez sortir, bien évidemment, se pose. On sait également que l'Assemblée nationale prend des décisions parfois un peu étonnantes, notamment la reconnaissance du génocide des Ouïghours. Comment jugez-vous la place de la France sur la scène internationale depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron et aujourd'hui, précisément? Écoutez, elle ne cesse de se marginaliser et de se dégrader. Ça ne vient pas que de Macron, mais ça s'est aggravé beaucoup avec Macron. Pourquoi avec Macron? Parce que c'est un individu quand même assez instable. Et par exemple, sur la Russie, vous l'avez vu, j'ai fait un tweet hier soir là-dessus, il a été, au cours des 4 dernières années, il est allé, il y avait un réchauffement entre Poutine et Macron, il a incité les entreprises françaises à investir massivement en Russie, ça c'était en 2018. En 2019, il a dit que l'OTAN était en situation de mort cérébrale. Bah, à ce moment-là, il faut s'en aller, c'est ce que je propose. En 2020, en 2021, je crois, il s'est de nouveau félicité, c'était en septembre de l'année dernière, à l'occasion de coopération artistique, de l'excellence des relations franco-russes. Et puis là, il a dit hier qu'il fallait que l'Europe s'allie à l'OTAN, pourtant qui était en situation de mort cérébrale, si j'ai bien compris, pour contrer la Russie. Et puis il nous annonce maintenant qu'il est d'accord pour envoyer des troupes françaises en Roumanie face à la Russie, sachant que nous avons déjà des troupes prépositionnées en Estonie dans une base qui est à 250 km de Saint-Pétersbourg, avec des blindés français. Et puis vous avez vu qu'il y a 15 jours ou 3 semaines, il y a des chasseurs français qui ont été interceptés 2 jours successifs au-dessus de la mer Noire, qui ont été interceptés par l'aviation, par la chasse russe, qui frôlait l'espace aérien en Crimée. Bon, qu'est-ce qu'on dirait pas, nous, s'il y avait des chasseurs russes qui étaient à quelques kilomètres, ou même à quelques centaines de mètres, des côtes du Finistère, de la presqu'île de Crozon, où il y a la base de l'île Longue, où il y a les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. On dirait quoi? Pareil d'ailleurs avec la Chine, où à la fois on fait des coopérations extraordinaires, par exemple dans le cadre de ITER avec les Chinois qui sont les premiers à avoir réussi la fusion nucléaire. Vous avez vu ce truc incroyable, un soleil de 60 millions de degrés pendant 15 minutes. C'est-à-dire que ceux qui sont en train de gagner la partie de la lutte pour le Graal de l'énergie, qui est la fusion nucléaire, c'est-à-dire une énergie illimitée, quasi gratuite et sans déchets, enfin, c'est ce que recherchent depuis des décennies les pays les plus développés. Eh ben, c'est les Chinois qui viennent d'y arriver pour la première fois, mais ils sont dans une coopération internationale avec 35 pays, dont la France avec ITER à Cadarache. Bon, on fait ça. On incite nos entreprises françaises à coopérer avec la Chine. Du fait de la libre circulation des mouvements de capitaux, on a accepté que les Chinois achètent, par exemple, une centaine de châteaux viticoles dans le Bordelais. On ne peut pas s'y opposer. Bon. Et puis, au même moment, on envoie une frégate de la Marine nationale entre Taïwan, dans le détroit de Taïwan, entre Taïwan et la Chine continentale. Qu'est-ce qu'on dirait, nous, si les Chinois envoyaient un porte-avions, puisqu'ils en ont, un porte-avions entre Toulon et Ajaccio pour contourner la Corse? On serait heureux? On trouverait ça sympa? Non. Bon. Donc, on se mêle de choses qui sont des conflits intérieurs et en fait, on suit les directives des géopolitiques des États-Unis d'Amérique. C'est ça qui est terrible. C'est que notre appartenance à l'Union européenne et à l'OTAN nous embarque dans quelque chose qui risque d'être grave.
Parce que, mine de rien, on est embarqué, par exemple, par les pays baltes. Les pays baltes qui ont des légitimes raisons de se méfier de la Russie, ça je suis tout à fait d'accord, comme les Polonais, ont une position extrêmement agressive. Les États-Unis utilisent en ce moment les pays baltes pour envoyer des armes américaines en Ukraine. Et nous y avons des bases militaires. On risque d'être entraînés, les Français risquent d'être entraînés. Je suis désolé de le dire, je pense qu'il y aura quand même, au-delà de tout ça, des ressorts de rappel, hein, des coups de téléphone entre Biden et Poutine. Mais on risque quand même d'être entraîné dans un conflit qui serait dévastateur avec la Russie. Bien sûr. Si pas de conflit, en tout cas, on risque de perdre des parts de marché. Vous avez évoqué le vote à l'Assemblée nationale sur l'affaire Ouïghour. C'est des sujets extraordinairement compliqués. Parce que on est dans un pays en France où dès que vous exprimez des questions, des doutes ou des nuances, vous risquez d'être aussitôt pestiféré. Bon, génocide, c'est très très fort. Il y a une convention internationale de 1948... Surtout ce qu'on disait tout à l'heure en off, comme on dit, après une période de mutisme total avec la question de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie. Voilà, donc... Il y a une convention de 1948 qui fixe ce que c'est que le crime de génocide. Bon, donc c'est vraiment une volonté délibérée de détruire physiquement, c'est mentionné, un peuple. Et d'empêcher également de sa reproduction. Bon, les Ouïghours, sans doute, il y a certainement et on sait qu'il y a des camps de rétention, des camps d'internement, il y a certainement une répression assez féroce, comme d'ailleurs au Tibet. Ça, c'est exact. Mais génocide, ça voudrait dire que le gouvernement chinois souhaite que des millions, des centaines de milliers de Ouïghours passent de vie à trépas. Je suis désolé, au cours des 30 dernières années, le gouvernement de chinois avait une politique nataliste qui était de pas plus d'un enfant par couple, par ménage, dans la population Han, c'est-à-dire les 90% de Chinois qui sont des Chinois de souche, si on peut dire, mais en revanche, dans les populations allogènes, c'est-à-dire les autres, les Ouïghours, les Tibétains, etc., il n'y avait pas cette limite. C'est-à-dire qu'au contraire de ce que l'on dit, le gouvernement chinois, pendant des décennies, a favorisé la démographie des Ouïghours. Donc il faut faire attention à ce que l'on dit. Et qu'est-ce qui se cache en fait derrière ? S'il y avait vraiment un génocide au sens fort du terme, il me semble que les pays qui auraient manifesté le scandale au niveau planétaire, d'abord ça serait arrivé devant les mais c'est quand même les pays musulmans. C'est quand même la Turquie, l'Arabie Saoudite, l'Organisation de la Conférence islamique, l'Indonésie. C'est eux qui auraient ameuté la planète entière à juste titre. Non. Qui est-ce qui a lancé ça ? Ce sont les États-Unis d'Amérique, qui ont hébergé pendant 11 ans Mme Rabia Kader, qui était la présidente du World Uyghur Congress, du congrès mondial des Ouïghours, qui vivait aux États-Unis, qui vit toujours d'ailleurs aux États-Unis, et dont les liens avec les services d'influence américains sont évidents. Bon, c'est comme le Dalai Lama, j'ai eu l'occasion de le dire, je sais qu'il y a des gens qui m'en ont voulu, mais c'est la vérité. Il y a des milliers de sources qui sont sur le sujet, sur le fait que le Dalai Lama a des liens avec les services de renseignement. D'ailleurs, son frère a émargé, était sur le payroll, comme on dit, de la CIA. Allez chercher, allez taper ça sur Internet pour voir si ce que je dis est faux ou vrai. Donc ça veut dire quoi, cette histoire ? Ça veut dire que vous avez les États-Unis d'Amérique qui sont dans une lutte féroce de domination mondiale avec la Chine et qui essayent de dénigrer la Chine, d'essayer de la dépecer, d'essayer de retirer le Tibet et le Xinjiang. Xinjiang, ça veut dire nouvelle frontière. C'est une province qui a été rattachée au XVIIIe siècle, qui essayent de dépecer la Chine et qui font monter au créneau des chiens fous comme la France. Mais la Chine... Comme Emmanuel Macron. Voilà. Plutôt. Mais le résultat, c'est quoi ? C'est que les Chinois, je les connais bien, c'est des gens qui ont quelque chose qui est très important dans la culture chinoise, c'est mianzi, c'est la face. Le fait que la France ait voté ça va pas rester sans conséquence. Ça, je peux vous le dire. C'est-à-dire qu'on va le payer par des contrats perdus, par des ci, par des ça. Et au profit de qui ? Des Américains. Parce que les Chinois sont des gens pragmatiques. Ils savent que les Américains sont leur ennemi, leur adversaire stratégique. Mais ils savent aussi que c'est quand même la première puissance militaire mondiale, première puissance financière mondiale. Donc ils auront des réticences à agir face aux États-Unis qu'ils n'auront pas vis-à-vis de la France. Moi, je me rappelle, j'avais accompagné Jacques Chirac en 1996 à Pékin. Nous avions été reçus par le président Chiang Kai-shek
à Chongnanhai, c'est-à-dire la partie de la cité interdite réservée aux dirigeants suprêmes de la République populaire de Chine. Et le président Chirac avait été contraint par les agences de presse qui attendaient à l'issue par Associated Press, par Reuters, par l'AFP, contraint de donner au président chinois une liste de dissidents sur lesquels, paraît-il, l'opinion publique française était très sensible. Le résultat des courses, c'est quoi? C'est que d'abord, je vous raconterai ça une autre fois, parce que c'est trop long, mais le président chinois avait remis M. Chirac à sa place en rappelant les exactions commises depuis tout au long du XIXe siècle par la France contre la Chine. Il l'avait fait de façon subtile et à la chinoise. Mais le résultat de tout ça, c'est qu'on perd des parts de marché. Parce qu'au même moment, vous avez des pays comme l'Allemagne, comme les États-Unis, qui sont beaucoup plus prudents, d'ailleurs, sur l'affaire de crimes de génocide. Les États-Unis, derrière eux, il y a eu un petit peu, vous savez, comme l'Union soviétique avec les pays frères. Vous avez le Canada, vous avez les Pays-Bas, vous avez l'Angleterre, qui ont fait ça. Mais l'Allemagne n'a pas bougé. L'Allemagne n'a pas bougé. Et des pays plus prudents comme l'Italie et la Belgique ont dit ce que je crois être la vérité, c'est de protester contre des exactions qui sont commises, contre un pays qui, effectivement, bafoue les droits de l'homme dans cette province, qui a une politique très sévère d'incarcération de l'opposition, mais pas génocide, il ne faut pas exagérer. Mais d'ailleurs, des pays comme ça, il y en a beaucoup d'autres dans le monde. Hein. Vous avez évoqué pourquoi on n'a rien dit sur l'affaire de l'Arménie. Pourquoi on n'a pas fait ça? Et puis il y a beaucoup d'autres pays dans le monde où il y a des populations entières qui sont victimes d'agressions. Je pense les Houthis au Yémen, mais il est vrai qu'on arme les Saoudiens. Donc tout ça, si vous voulez, c'est une politique étrangère qui ne nous fait finalement que des ennemis parce que les présidents successifs après Chirac, parce que Chirac est le dernier à s'être opposé, notamment au moment de la guerre en Irak, à la volonté d'hégémonie mondiale des États-Unis et le glacis américain qui est l'Union européenne. Mais depuis Jacques Chirac, que ce soit Sarkozy, Hollande ou Macron, c'est décrescendo et on apparaît aux yeux du monde finalement comme l'Allemagne de l'Est ou la Bulgarie apparaissait par rapport à l'URSS dans les années 70, c'est-à-dire tout simplement un État satellite. Ça nous vaut beaucoup de mépris. On est considéré comme pas fiable. A fortiori quand vous avez un président, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui change de pied tout le temps. Moi, dans mon programme, je veux sortir de l'Union européenne et de l'OTAN, et pas du commandement militaire intégré, parce que ça, il faut faire là aussi un débat sur les questions stratégiques que j'aimerais faire avec les autres candidats, parce que sortir du commandement militaire intégré, c'est ce qu'avait fait De Gaulle en 1966, mais dans un tout autre contexte géopolitique où il y avait le pacte de Varsovie, l'Union soviétique, et où par ailleurs la France et l'Union européenne, c'était que 6 pays dominés par la France. Mais maintenant, nous sommes dans une toute autre situation. Et sortir de l'Union européenne, sortir de l'OTAN, comme je le propose, et de l'euro, pour redonner à la France son rôle de puissance d'équilibre, le rôle du pays vers lequel se tournent tous les pays du monde pour essayer d'avoir une vision de la justice, le refus du deux poids deux mesures, le droit international en toute matière. De Gaulle nous avait légué des atouts considérables, que ce soit vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis de la Chine, et je connais bien la Chine. De Gaulle nous avait laissé des atouts considérables, on les a dilapidés, il nous appartient de les remettre sur le devant de la scène. Eh bien, on ne va pas s'ennuyer alors. Merci beaucoup François Asselineau, merci d'être venu jusqu'à nous une nouvelle fois. Merci à tous de nous avoir suivis. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous le recommande. N'oubliez pas de commenter, de partager et puis bien sûr de cliquer sur le pouce en l'air juste en bas de la vidéo. Ça améliore le référencement et ça embête YouTube, ce qui fait toujours plaisir. À la semaine prochaine.